Bienvenue à nouveau à cette avant-dernière session de notre programme webinaire Myélodysplasie en sujet d'intérêt pour les patients et leurs familles, que, comme vous savez, est organisé par l'Association des patients Connaître et combattre les myélodysplasies, le groupe francophone de myélodysplasie et le réseau de référence européenne pour les maladies rares hématologiques, l'IRN Euroblonet. Comme vous savez, ce programme vise à répondre à des sujets qui sont très importants, bien sûr liés aux myélodysplasies, et qui sont cruciaux pour, la communauté des patients et de leurs familles. Et donc on traite normalement, les dernières avancées en matière de traitement, de diagnostic, mais aussi d'amélioration de la qualité de vie autour de cette maladie rare. Donc aujourd'hui, on va parler de syndrome myélodysplasique et soins de support, donc un sujet très important. Avec nous, comme toutes les sessions, on a 2 orateurs, un représentant de patients et un professionnel de la santé médecin. Et donc aujourd'hui, avec nous, on a le docteur Aurélien Proux, qui est médecin dans le département de soins de support et des soins palliatifs de l'Institut Pauli Calmette depuis 6 ans. Et il est aussi le responsable de l'hôpital du jour de soins de support et des soins palliatifs. Et aussi avec nous, Madame Pascale Chemly, qui s'investit auprès de l'association des patients Connaître et combattre la myélodysplasie depuis longtemps. Elle est aussi le trésorière. Donc, je suis ravie de passer la parole à ces 2 orateurs et un grand merci à tout le monde. Merci à vous, Mariangela. Je vous souhaite la bienvenue à tous les participants pour cette avant-dernière webinar sur soins de support pour les myélodysplasies. J'ai pas grand-chose en introduction. Je préférais ne pas faire de slide et pouvoir donner la parole au docteur Proux rapidement. Donc, voilà. Bonjour, merci Madame Chemly, merci Madame Pellegrini aussi pour cette invitation. Merci à tous d'être venus. Je vous propose qu'on attaque parce que plus vite on avance, plus vite on peut poser les questions. Et je vais mettre le partage. Voilà. Est-ce que tout le monde voit les slides? C'est bon? Oui, Oui, bien. parfait, merci. Alors, voilà, très bien. Bon, déjà, je vais commencer par une brève présentation. Je suis Aurélien Proux, je suis médecin au département de soins de support et de soins palliatifs, comme on vient de vous dire. Je travaille à Marseille, donc je vous ai mis une belle photo. Si jamais vous avez l'occasion, c'est une très belle ville. Je travaille dans un centre de lutte contre le cancer, ce qu'on appelle un CLCC, où on a un gros département d'hématologie. Moi, je fais du soin de support et du soin palliatif. Et j'ai beaucoup travaillé avec les équipes d'hématologie parce que c'est vrai que c'est une discipline qui est un petit peu par rapport au cancer solide, c'est une discipline qui est un petit peu qui a du retard en hématologie et donc du coup énormément pour essayer de on travaille énormément pour essayer de d'avancer pour rattraper ce retard et pour essayer de proposer une prise en charge un peu plus adaptée aux patients qui sont atteints de syndrome myélodysplasie ou de leucémie, parce que ce sont des maladies qui sont rares, comme vous l'avez dit, pas si rares que ça, il y en a quand même dans toute la France de nombreux patients, mais c'est surtout une maladie qui est à part, qui est différente et qui a des besoins qui sont différents des autres maladies. Je vous ai fait un petit plan. D'abord, on va remettre le contexte des soins de support, des soins palliatifs. Donc, on va se servir surtout de définition. Je voulais commencer par ça parce que ça va être un peu le fil rouge de cette présentation, c'est d'essayer de l'axer surtout pour les patients. Donc, il y a des études, mais le but, c'est pas de vous présenter des résultats statistiques. Je pense que ça n'a aucun sens. On va surtout parler de ce qui peut apporter quelque chose aux patients et on va d'abord justement parler des attentes
qu'ont les patients dans les soins de support, parce que c'est une étude qui a été réalisée qui me paraît vraiment intéressante. On va parler de l'offre de soins de support, à peu près 2 heures. Bon, ça, c'est plus pour la blague, parce que c'est tellement gros qu'on ne pourra pas tout aborder et on ne pourra pas rentrer dans le détail. Le but, c'est d'essayer de vous présenter un maximum de un peu un éventail de ce qui existe, parce que je pense que c'est important. Et on terminera sur la place des soins palliatifs dans les syndromes myélodysplasiques, parce que ça me paraît aussi un élément très important. D'abord, la définition des soins de support. Ce sont les soins de support. Les soins de support désignent l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades, parallèlement aux traitements spécifiques, lorsqu'il y en a, et tout au long des maladies graves. Donc ça, c'est la définition de l'ASSO, c'est l'Association française des soins de support. Je pense que cette définition est vraiment bien parce qu'elle reprend tout. On peut se poser la question de quand mettre en place des soins de support. Bah, c'est dès le début et tout le long de la prise en charge, pendant et après le traitement et jusqu'à la fin de vie. Donc au moins c'est clair, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on diagnostique une maladie comme un syndrome myélodysplasique, on peut faire appel aux soins de support. Il n'y a pas de je suis est-ce que c'est le bon moment ou pas? Il n'y a pas de bon moment, c'est dès le début et ça me paraît déjà être une information très importante. La définition des soins palliatifs, je vais la lire avec vous. Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne malade et soutenir son entourage. Donc ça, c'est carrément le texte de loi que je vous ai mis là parce que je trouve aussi que ça reprend vraiment, cette phrase reprend vraiment tout ce qu'apportent les soins palliatifs. La grande question qu'on nous pose très régulièrement, c'est quelle est la différence entre les soins de support et les soins palliatifs? Alors, il n'y a pas une très très grande différence. Ce que c'est une continuité, c'est-à-dire que les soins de support peuvent devenir des soins palliatifs, les soins palliatifs peuvent faire des soins de support. Il n'y a pas vraiment de grandes différences. On se rejoint. Preuve en est, c'est que je fais et du soin de support et du soin palliatif. On a des petits schémas qui permettent d'expliquer un petit peu mieux justement la place un peu de chacun. Quand on est dans une période curative, c'est-à-dire qu'on est dans un objectif de traitement et de guérison d'une maladie grave, les soins spécifiques, je ne sais pas si vous voyez la souris, les soins spécifiques vont correspondre aux chimiothérapies, parfois aux radiothérapies, vraiment aux soins, on va dire, hématologiques. Les soins de support, donc c'est la place dont dont je vais vous expliquer un peu après ce à quoi ils représentent, jusqu'à la guérison. Et donc, du coup, ces soins vont s'effacer, on va dire, mais peuvent, même quand on est en guérison, peuvent être encore présents parce qu'il peut y avoir des séquelles avec certains traitements. Là, je vous ai mis que ça s'arrêtait, mais ça peut se continuer pendant plusieurs années. Il n'y a pas vraiment de temps. Et en tout cas, ils sont vraiment en parallèle, c'est-à-dire dès le début, dès le diagnostic, en parallèle des soins oncologiques. Quand on est en situation palliative, on est dans une même prise en charge, mais avec des soins de support qui vont prendre à un moment plus de place, c'est-à-dire que malheureusement, dans certaines maladies, on ne peut pas atteindre la guérison. On sait que les traitements vont avoir une certaine limite, puis à un moment, vont plus être efficaces. Et donc, du coup, la place des traitements spécifiques comme la chimiothérapie va être de moins en moins présente pour laisser un peu plus de place aux soins de support, que ce soit sur la prise en charge de la douleur, que ce soit sur la prise en charge de l'angoisse. Et donc, du coup, on voit bien qu'il y a toujours ils vont ensemble et c'est juste une proportion en fonction de ce dont le patient a besoin au moment où il en a besoin. Il y a toujours des flèches qui vont dans les deux sens, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre, mais on n'est pas, c'est vraiment très illustratif. Pour qui? Tout le monde. Déjà, c'est quelque chose d'important. Tout le monde peut avoir accès aux soins de support, mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Il y a des soins de support généraux qu'on va détailler très rapidement après. Donc ça, c'est globalement des soins de support que tout le monde devrait avoir. Pardon, c'est parti un peu vite. Les soins de support un peu plus spécifiques, c'est-à-dire que pour certains besoins ou certaines attentes, certains patients vont avoir besoin de soins de support qui sont vraiment dits spécifiques. Et après, il y a les soins de support dits complexes, c'est-à-dire que dans certaines situations où il y a vraiment beaucoup de problématiques, ça c'est celle qu'on essaie de détecter et dépister très rapidement. Il y a vraiment besoin de beaucoup de soins de support pour avoir une prise en charge qu'on appelle globale. Et ça, ce ne sont pas tous les patients.
On attaque la deuxième partie. J'espère que je ne parle pas trop vite. Vous n'hésitez pas à me le dire. C'est pas toujours facile d'être en visio parce qu'on n'a pas le contact avec le public. On va attaquer le besoin des patients. Ça, c'est une étude, donc je vous l'ai mis, elle s'appelle Calista 2. C'est une étude qui est française, qui a été publiée en 2020 et qui interroge les patients alors, atteints de cancer solide, pas de syndrome myélodysplasique ou de pathologie hématologique, qui les interroge déjà sur leur expérience des soins de support qui sont existants et qui les interroge sur les manques, c'est-à-dire qu'est-ce que, selon eux, le corps médical ne leur apporte pas. Déjà, les attentes principales des patients, elles sont à mon avis importantes. C'est déjà les patients attendent une efficacité à 72, sur les gestions des effets indésirables. Donc ça, c'est 72% des patients qui décrivent ça comme très important. Une prise en charge de la douleur, pour le moment, ça reste assez cohérent avec les attentes des patients. Une prise en charge diététique et nutritionnelle, ça reste aussi évident, mais là, ça a été un peu la surprise, c'est aussi des techniques pour améliorer l'image de soi. Là, on voit qu'on n'est pas forcément dans les mêmes, on n'est pas dans le même rationnel scientifique quand on discute avec un oncologue qui va vous présenter l'efficacité de la chimiothérapie. Et on voit que les patients vont attendre aussi un peu plus, qui est de plus de gestion de l'image de soi. Et souvent, les oncologues vont être en difficulté vis-à-vis de ces attentes-là. Et ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante. C'est ce qui manque, ce dont les patients se sont vraiment plaints de ne pas rencontrer durant leur parcours de soins. Déjà, les informations sur les médecines complémentaires, ils étaient à 28%, c'est ce qui ressort vraiment. La gestion de la fatigue, je crois que vous avez fait, me disait madame Chemly, quelque chose sur la fatigue. La fatigue, c'est vraiment quelque chose de très invalidant et que beaucoup de patients rencontrent. Et aussi sur les techniques de relaxation. Du coup, ça a un peu bouleversé quand même les résultats de cette étude parce que les oncologues vont vraiment avoir des études scientifiques très puissantes pour dire telle chimiothérapie fait mieux, la médecine progresse, on arrive à stabiliser plus longtemps le cancer. Et au final, quand on interroge un peu les patients, ils nous disent oui, alors bien, c'est bien, je pense que c'est très important, c'est ce qu'on attend, mais on ne veut pas que de ça. On veut aussi qu'on nous aide à gérer ces symptômes réfractaires. Et du coup, je suis retombé un peu sur cette petit dessin. Dernier cours de dernière année de médecine. J'ai encore une minute. Je voudrais vous parler de l'homme. Et c'est ça qui est important. Et donc, c'est une place que les soins de support, en tout cas, revendiquent. C'est-à-dire qu'on s'intéresse moins au syndrome myélodysplasique ou à la maladie grave au sens général. On va vraiment s'interroger au patient dans sa globalité, dans sa complexité, dans son ressenti. Et c'est pour ça que cette approche déjà est vraiment différente que ce que va pouvoir proposer un hématologue. Voilà. Quelle offre de soins de support? Tout d'abord, en hématologie au sens large, il n'y a pas grand-chose. Pourquoi il n'y a pas grand-chose? Parce que les travaux sont surtout faits en oncologie solide, hein, donc vraiment les cancers. Et il faut le dire, hein, c'est difficile d'avoir accès aux patients d'hématologie parce que vous êtes des patients qui sont dits complexes, hein, vous l'avez pu le remarquer, le médecin généraliste est parfois inquiet des résultats des prises de sang et de la gestion de tout ça. Donc c'est pas, je pense qu'il faut être honnête là-dessus. Et c'est vrai que du coup, ce sont des patients où les hématologues protègent beaucoup le patient qui est atteint d'un syndrome myélodysplasique ou de leucémie parce il a pas forcément confiance vis-à-vis des autres médecins sur la gestion des soins. Donc du coup, qu'est-ce qui existe aujourd'hui en hématologie? Il y a eu alors le premier essai randomisé, je vais essayer de vulgariser un petit peu ça. Les essais randomisés sont des essais où on compare, c'est-à-dire qu'on pense que quelque chose est mieux, donc du coup, bah, on fait ce qu'on sait faire et puis on fait en comparaison ce qu'on pense être le mieux et on voit si les résultats sont différents. Et donc ça a été fait en hématologie, alors chez les patients qui sont en cours de greffe, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est les patients qui sont dans un parcours curatif. Donc l'objectif, c'est de guérir. Et on essaye d'introduire des soins de support. Alors, dès le premier jour d'hospitalisation en service de greffe, si vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est des hospitalisations qui sont très très longues. Et l'objectif, c'était de voir si on améliore la qualité de vie. La qualité de vie, qu'est-ce que c'est? Ce sont
C'est une échelle en fait où les patients remplissent de façon très subjective leur bien-être et en fait on compare ces échelles-là pour voir si, ce qu'on a fait intervenir donc là dans cette étude, c'est une équipe, qui a essayé d'apporter, des soins de support, aux patients, en cours de greffe. On essaie de voir si on améliore un peu leur bien-être et leur qualité de vie. Ce qui est un petit peu ironique, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de soins de support, si on a demandé à une équipe de soins palliatifs, qui fait normalement du soin palliatif, de venir, se présenter comme équipe de soins de support. Donc je vous ai mis ça plus pour le côté un petit peu, pour vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de grande différence entre les 2. Alors ce graphe, j'en ai pas beaucoup dans la présentation, je vous le promets, c'était juste pour vous montrer que quand on fait intervenir une équipe, donc ça, c'est des échelles donc de qualité de vie, on va dire le bien-être global, la dépression, c'est-à-dire vraiment de se sentir un peu triste, l'angoisse, la peur tout simplement et les symptômes, la gestion des symptômes, que ça soit la douleur, ou tous les symptômes, on va dire physiques, qu'on peut mesurer. Eh bien, vous voyez qu'il y a une différence, c'est-à-dire que là, c'est les patients qui ont rencontré l'équipe de soins palliatifs en vue de soins de support, bah, du coup, ils vont mieux parce que la courbe est au-dessus. Là, elle est en dessous, donc ils sont moins angoissés, moins déprimés, moins angoissés et ils ont moins de symptômes. Donc là, ça a été un petit peu aussi un peu une révolution au service d'hématologie, c'est que les hématologues se sont dit: «Tiens, on est très fort dans notre domaine, mais manifestement, on ne sait pas tout gérer parce que quand on fait intervenir d'autres gens, bah, nos patients vont mieux». Donc ça a été un peu déjà la première porte d'entrée dans les soins de support en hématologie, donc je tenais quand même à vous le dire. Si jamais vous entendez: «Non, ça sert à rien», bah, vous saurez que si, ça sert à quelque chose et ça apporte, d'un point de vue scientifique, ça apporte quelque chose. On va commencer à détailler un petit peu l'offre de soins de support. On va commencer par ceux qui sont les plus connus. On va parler après de ceux qui sont un peu les moins connus. On va parler des médecines parallèles, ça me paraît important, hein. De toute façon, on va essayer de mettre personne de côté. Hem, pour vous détailler un petit peu et je pense que ce serait important de garder un temps de questions après, je ne vais pas pouvoir rentrer et c'est pour ça que je vous ai mis, il faudrait 2 heures au moins pour parler juste de l'offre de soins de support. Je ne vais pas pouvoir rentrer vraiment dans le détail, ce qui est le plus important à mon sens aujourd'hui, c'est que vous ayez connaissance que ça existe et que vous pouvez le demander, à votre hématologue ou à votre médecin généraliste et je pense que ça va être vraiment ça le plus important aujourd'hui de cette présentation. Les plus connus, bah, ça va être déjà la gestion des effets indésirables, que ça soit, de la maladie, du syndrome myélodysplasique ou de la chimiothérapie. Ça globalement et aujourd'hui, c'est l'hématologue. Il y a que l'hématologue qui peut avoir, on va dire, la gestion des effets secondaires de la chimiothérapie. Alors on avait parlé un petit peu, de tout ce qui était éducation thérapeutique sur la gestion de Vidasa et tout ça. Je pense que moi, je n'ai pas la compétence pour pouvoir gérer ça. Je pense que c'est vraiment aux hématologues d'apporter des informations justement là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Mais aujourd'hui, les hématologues, préfèrent garder la main mise sur cette partie-là et je pense que c'est, enfin moi en tant que médecin de soins de support, je pense que c'est important. La douleur, bah, c'est aussi géré par l'hématologue en grande partie, sauf si elle commence à devenir complexe. C'est-à-dire que si on commence, à avoir des douleurs qui sont un petit peu plus difficiles, c'est là où ils vont faire appel à un médecin de point de support ou à un algologue, le spécialiste de la douleur. La diététique et la nutrition, en général, elle est plutôt, organisée donc sur demande des hématologues par, les diététiciens et les kinés qui vont en chambre justement pour, s'occuper des patients. Qui font ce qu'on appelle les calculs des besoins et qui comptent combien, les patients absorbent pour dire si c'est suffisant ou pas et quelle supplémentation, il faut mettre en place. La diététique, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est la dénutrition est la première cause de fatigue et donc du coup, il faut pas surtout pas attendre qu'elle s'installe, et intervenir assez rapidement. Et sur le plan psychologique, donc c'est vraiment la 4e, on va dire, part des soins de support qui sont très, très connus, je pense, par l'ensemble des patients. Donc ça, vous le savez, c'est géré en général, organisé par une psychologue et par un psychiatre. Je pense que de ces 4 grandes thématiques des soins de support, 99,9 des patients, devraient rencontrer, enfin, devraient présenter en tout cas une de ces problématiques-là. Et ça, en général,
les parcours sont très bien fléchés par les hématologues, par les ARS, qui font qu'aujourd'hui, les centres de lutte contre le cancer ou les services d'assistance publique ont toutes des psychologues, des diététiciennes et des médecins formés à la gestion de la douleur. Donc, en général, ça, les patients vont les rencontrer, ces professionnels-là, pour pouvoir répondre aux besoins. Et ça ne me paraissait pas important de les détailler parce que ça reste quand même assez évident. Si on commence à parler un peu des soins de support qui sont un petit peu moins connus, je vais commencer par un des soins de support qui est essentiel à mon sens, pour lequel on commence à avoir des résultats absolument incroyables et dont on ne parle pas assez, qui est l'activité physique adaptée. Alors ça commence à venir, c'est-à-dire que même la sécurité sociale essaie de rembourser une partie des activités sportives tellement les résultats sont importants. Hem, le but d'une activité physique adaptée, donc c'est du sport, mais adapté, à l'âge, à l'autonomie et à la maladie du patient. Le but, c'est de prévenir le déconditionnement physique, c'est-à-dire la perte de masse musculaire qui est vraiment dramatique. La définition, je vous l'ai mise, de l'activité physique, qu'est-ce que c'est? C'est tout mouvement corporel produit par les muscles qui entraîne une augmentation de la dépense énergétique par rapport à la dépense de repos. Donc souvent, on se dit: «Il faut faire un marathon pour pouvoir avoir un peu d'activité physique adaptée». Alors pas du tout, de faire le ménage chez soi, c'est de l'activité physique, par exemple. Aujourd'hui, les recommandations, c'est d'essayer d'avoir au minimum 30 minutes, 5 jours sur 7. Donc c'est pas énorme, hein, c'est 30 minutes, ça se fait très, très vite, hein. C'est peut-être juste d'aller marcher dans la rue. Je vous ai marqué donc en gros l'intensité. Je vous laisse un petit peu, lire ça. Je vais me réhydrater pendant ce temps. Donc on voit qu'il y a plusieurs intensités. Donc tout le monde ne peut pas courir, de 9 à 16 km/h, ça c'est totalement impossible. Donc les coachs, ou parfois les kinés peuvent vous aider à savoir justement quelle est, l'intensité qui est la plus adaptée en fonction de votre âge, de votre capacité physique, de votre maladie, du taux d'hémoglobine et donc du coup, il vous aide justement à vous situer. Globalement, il vaut mieux avoir une activité faible que de ne pas en avoir du tout ou d'en avoir une qui est trop élevée par rapport à votre capacité parce que vouloir faire, 1 heure de sport très intensif et de mettre 3 jours pour récupérer, ça perd son intérêt. Hem, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur l'APA, l'activité physique adaptée? Bah, déjà, elle améliore la tolérance de la chimiothérapie, donc c'est pas rien. Ça améliore l'efficacité des traitements, ça a été prouvé en oncologie, mais il faut que ça vienne en hématologie, mais ça a été prouvé, hein. C'est-à-dire que la chimiothérapie marche mieux chez les patients qui ont une activité physique. Ça améliore l'autonomie et la qualité de vie, donc là on revient sur, on va parler un peu de qualité de vie, c'est vraiment, la fatigue en fait partie, hein. Je pense que c'était le 1er critère qui est évalué dans la qualité de vie, donc ça améliore la fatigue et ça réduit les complications. Alors ça réduit les complications, bah, quand on est dénutri, on a plus de chances de faire des complications et on a plus de chances de faire des complications plus graves. Tandis que, plus on a de masse musculaire mobilisable, ça correspond un peu aux réserves, que le patient va pouvoir mobiliser quand il y a une infection, quand il y a, une hospitalisation. Hem et bien du coup, ces réserves-là vont permettre de sortir plus rapidement de l'hôpital. Donc c'est vraiment un cercle, vicieux. Plus on a de muscles, bah, mieux on est et moins on a de complications. Tandis que quand on est dans une perte de muscle, et bien c'est là où les choses vont moins bien, on bouge moins et ça devient plus difficile et on se complique un peu plus et on passe plus de temps à l'hôpital. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très important. Heu, c'est en train de se développer en hématologie, donc ça me paraissait, aussi important. Nous, on a justement un coach sportif qui fait ça à l'Institut Paoli Calmette là, qui donc c'est les études ont montré que c'était largement faisable pour les patients d'hématologie et que c'était largement faisable en chambre de greffe. Donc même si vous êtes hospitalisé dans ces chambres qui sont, parfois un peu, comparé à des cellules de prison, parce que c'est vrai que on peut pas ouvrir la fenêtre, c'est très dur. On peut réussir à faire du sport, une activité physique adaptée dans ces chambres-là, donc ça paraît important, de le dire, et surtout de pas hésiter à le demander. C'est vrai que, on n'y pense pas toujours. Dans les autres moins connus, ça me paraissait aussi très important, de faire un point sur l'assistante sociale parce que,
Ça, c'est plus le vécu personnel, hein, qui m'a permis on va dire de hiérarchiser, ces besoins-là. Trop régulièrement, je rencontre des patients qui sont parfois en situation, financière difficile parce que, activité libérale, arrêt de travail, et ainsi de suite. Et hem et en fait, trop souvent, les patients nous disent, «J'ai pas osé demander avant, je savais pas que je pouvais demander, je ne savais pas à quoi j'avais le droit ou j'avais pas envie d'embêter ou, j'étais concentré sur le traitement, la chimio, je suis passé à côté». Et c'est vrai que, l'assistante sociale, elle est là à tout moment du parcours et elle peut vous aider sur énormément d'aspects. Déjà, elle peut vous aider sur les démarches administratives. On est un pays qui aime beaucoup faire des dossiers très, très longs. Heu, Moi, je vous le dis, j'y comprends rien et donc j'ai très, très régulièrement, j'appelle mon assistante sociale, je lui dis: «Aide-moi» et en l'espace de 3 minutes, elle peut vous expliquer: «C'est normal, tu n'as pas coché au bon endroit». Donc déjà, c'est une aide qui est, à mon sens, très importante. Elle peut, vous débloquer ou vous aider à réaliser le dossier pour les cartes de stationnement parce que, les cartes de stationnement handicapés ne sont pas que pour les handicapés moteurs. C'est-à-dire que parfois on a des difficultés, des pertes d'autonomie, on n'ose plus sortir, on n'ose plus vivre, aller au restaurant ou, aller au bon là avec le covid, c'est peut-être, pas le bon exemple, mais de savoir qu'on peut se garer un peu plus proche, si ça peut déjà favoriser, une sortie en famille, bah, je pense que c'est quelque chose qui est important. Elle peut, vous permettre d'avoir des réductions d'impôts, donc c'est pas négligeable. Elle va soutenir les aidants, ça c'est quelque chose qui est très, très important. Alors nous, on est très attentif, on parle beaucoup, beaucoup du patient et on oublie l'aidant, qui est la personne, ressource la plus proche du patient et qui l'aide au quotidien et on sait aujourd'hui que ces aidants ont une part, essentielle, et pourtant ils sont souvent dans l'ombre, ils sont souvent, un petit peu, absents des discussions et donc du coup l'assistante sociale fait attention à ça. On peut faire des dossiers de téléalarme de façon à sécuriser aussi un peu le domicile, de sécuriser aussi les enfants parfois qui sont inquiets d'avoir un proche, seul à la maison. Plutôt que de devoir prévoir une hospitalisation, ou un placement en maison de retraite ou en EHPAD, ça permet un peu de renforcer les choses. Et elles peuvent faire le lien avec les associations locales, parce elles ont, entre elles un réseau et donc du coup, elles peuvent être de très, très bons conseils. Donc le point sur l'assistante sociale, il faut vraiment pas hésiter à le demander, à revenir vers elle si c'est pas clair, à le demander justement à votre infirmière, à votre médecin. Parce que je pense qu'elle peut, même si c'est un premier contact avec des questions qui peuvent paraître stupides, heu, il, heu, il vaut le coup, moi je pense. Elle pourra toujours vous aider au moins sur une chose. Autre chose qui est la sexualité et le cancer, alors vous allez me demander peut-être un petit peu ce que ça fait là, et ben c'est juste une slide, parce que je pense que c'est aussi extrêmement important. Il faut savoir qu'il y a un diplôme qui a été créé, donc un DIU, sur la sexualité et le cancer, que ce soit en oncologie ou en hématologie. C'est un sujet qui peut être un petit peu tabou, dont on peut se poser la question de sa place dans comment ça s'appelle? Dans une consultation d'oncologie ou d'hématologie. Mais alors, il faut savoir que les médecins de soins de support aujourd'hui sont très attentifs à ça, parce que les patients ont beaucoup fait la demande justement de dire que, ça n'allait pas et qu'ils avaient besoin d'aide et qu'aujourd'hui, peu de personnes sont capables de répondre justement à cette attente-là. Il faut savoir aujourd'hui que le cancer et la chimiothérapie va impacter 3 piliers. Déjà le pilier biologique, donc c'est la capacité, de répondre de façon sexuelle et parfois d'avoir des dysfonctions, quelles qu'elles soient. La Le pilier sur la psychologie, c'est-à-dire sur le côté affectif, identitaire, cognitif, relationnel et émotionnel, hein. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui ont un impact avec beaucoup de retentissement et qui peuvent, participer, à affecter la vie sexuelle et sur le côté environnemental, partenaire et culturel. Donc ces messages sont importants, mais comme je vous l'avais dit, ce sont des soins de support qui sont dits spécifiques, qui ne vont pas correspondre à tous les patients, mais certains patients peuvent en avoir besoin. Il faut savoir que ça existe, qu'il y a des gens qui sont formés et qu'il ne faut pas hésiter à justement demander pour qu'on vous mette en contact. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a la socio-esthéticienne, donc ça fait un peu écho au fait que, l'image de soi, c'est quelque chose d'extrêmement important, et l'oncologue ou l'hématologue, enfin surtout l'hématologue ne n'est pas
n'est pas le mieux formé pour pouvoir répondre à cette demande-là, et donc du coup va esquiver la question quand le patient ose la poser, hein. Il y a toujours beaucoup de tabous en se disant: «Bon, est-ce que c'est vraiment important?» Oui, je pense que c'est important pour le bien-être. Et donc que ça soit, les soins, et les prothèses capillaires, les socio-esthéticiennes sont des salariés de l'hôpital, hein. Nous, on en a une dans notre hôpital qui est très présente, avec laquelle on est en étroite collaboration. Elle peut faire des soins esthétiques, hein. C'est quand on passe longtemps hospitalisé, et ben, on n'a pas forcément, le temps de voir une esthéticienne. Elle peut aussi vous donner des conseils vis-à-vis de la baisse des plaquettes et du coup de la gestion des soins esthétiques. Elle peut faire parfois aussi des massages et de la relaxation. C'est un soin qui va être différent, mais ça reste un soin, hein, qui est pris en charge par la sécurité sociale dans une prise en charge globale. Et elle aide, elle peut vous donner des conseils justement sur l'apparence, sur les crèmes, sur parfois, alors c'est plus, féminin, mais sur le maquillage et donc du coup, ce sont des ce sont des soins de support à part entière, et en général, souvent les patients n'osent pas demander justement tous ces soins-là. Sur la médecine parallèle, je vous les répartis en grandes catégories, à savoir, bon, les traitements dits alternatifs, les plantes, la phytothérapie et l'homéopathie, la manipulation, l'ostéopathie, la psychomotricien, les massages, alors la RESC, ça veut dire résonance énergétique par stimulation cutanée, et le shiatsu, qui sont très similaires les 2, le toucher détente, l'art-thérapie, que ça soit avec les animaux, la peinture, la danse, la thérapie de l'esprit, donc c'est la sophrologie, l'hypnose, et l'acupuncture, alors évidemment, l'acupuncture, on ne va pas en parler parce que c'est vrai que quand les plaquettes sont basses, on évite de mettre des aiguilles, mais il ne faut pas l'oublier. Hem, je ne vais pas rentrer sur les bénéfices que vont apporter les médecines parallèles, dans le sens où, je ne suis pas assez formé pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, si vous souhaitez justement faire appel à la phytothérapie ou à l'homéopathie, alors l'homéopathie, bon, moins, mais surtout la phytothérapie, il faut en parler avec votre hématologue, c'est très important. Aujourd'hui, donc je parle surtout de ce qu'on a fait nous ici, c'est-à-dire que, les plantes peuvent apporter un bénéfice, ça, personne ne dit le contraire. En revanche, elles peuvent aussi entraîner des interactions parfois avec certains produits et donc du coup, plutôt que de dire: «Non, ne prenez pas de plantes parce qu'on ne sait jamais», et bien du coup, notre pharmacie, sur demande des hématologues, vont faire ce qu'on appelle une conciliation, c'est-à-dire qu'ils vont demander à voir, ce que le phytothérapeute vous a prescrit pour vérifier qu'il n'y a pas d'interaction. S'il y a des interactions, on vous demandera de ne pas le prendre parce qu'on privilégiera le traitement, spécifique. S'il n'y a pas d'interaction, bah, au moins vous savez que vous pouvez prendre le traitement, et suivre la prescription de votre phytothérapeute en toute sécurité. Concernant les manipulations, que ça soit l'ostéopathie ou la psychomotricienne, elles répondent à un besoin que les kinés auquel les kinés ne peuvent pas forcément toujours répondre. Là encore, le but, alors moins dans les syndromes myélodysplasiques, quoique en fonction des prises de sang. L'important aussi, c'est d'en parler à votre hématologue parce qu'il est capable de vous dire quelles manipulations, par exemple, sont déconseillées parce qu'à risque d'hématome, parce qu'à risque de complications. On vous expliquera que les manipulations actives des os, il faut aussi éviter de les faire. Donc, ce sont des informations pour pouvoir justement accéder à cette médecine parallèle qu'on vous donne justement pour que ça soit, qu'il n'y ait pas de, on va dire, de contraintes. Alors, les hématologues ne sont pas forcément au courant de toutes les manipulations et de toutes les techniques justement qui existent, mais c'est vrai que nous, on essaie de savoir, parce que c'est vraiment souvent les patients nous demandent à nous, donc on fait parfois le lien entre l'hématologue et le patient ou l'ostéopathe ou le psychomotricien pour essayer d'orienter sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire de façon à garantir un peu garantir la sécurité du patient. En général, pour ça, donc pour la rescue, le shiatsu et le toucher détente, il y a très, très peu de contre-indications. On peut vous mettre en lien parfois donc moi je connais quelques personnes qui font de la rescue et du shiatsu, mais après souvent les psychologues que vous pouvez rencontrer donc pour d'autres choses ou même la socio-esthéticienne peuvent vous mettre justement en contact avec, des personnes qui peuvent faire ça au plus proche de chez vous. L'art-thérapie, donc ça aussi, il y a parfois des hôpitaux de jour de soins de support qui vont faire ça, des associations qui peuvent justement organiser ça de façon, on va dire, un peu encadrée. De faire de la danse quand on est fatigué justement, c'est pas, c'est réapprendre, à vivre, avec, un handicap qui peut être lié justement, à la maladie et donc on réapprend à faire ça. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment très encourageant.
Heu, voilà et la thérapie de l'esprit, que ça soit la sophrologie ou l'hypnose, sont souvent les psychologues qui organisent ça, ou qui orientent justement sur des confrères, ou des consoeurs en ambulatoire. Heu, on a parlé pour en avoir accès, les médecins de soins de support en général, un peu un carnet d'adresses, où ils peuvent vous conseiller, quels, professionnels proches de chez vous. Je peux pas, détailler les professionnels de toute la France, c'est totalement impossible. Alors il y a des organismes, je vous ai mis en premier là le groupe francophone, des myélodysplasies, l'Institut national du cancer et l'AFSOS, l'association francophone des soins oncologiques de support. Donc sur ces sites-là, vous trouverez comment ça s'appelle? Des fiches techniques, des liens avec des associations plus ou moins locales. Vous trouverez des conseils, vraiment un annuaire parfois, qui permet justement de se rapprocher, de découvrir ou de en lire un petit peu plus si vous êtes intéressé par des soins de support. Évidemment, il y a des webinaires comme celui-là qui permet aussi d'approcher quand même un peu ce que sont quand même les soins de support quand on voit justement, tout ça. Les associations locaux-régionales, je pourrais vous parler de celle de Marseille, mais je ne peux pas vous parler de celle de toute la France, il y en a trop. Il y a souvent des associations de patients et ça, je pense qu'elles sont très intéressantes et après, c'est un peu le bouche à oreille, c'est-à-dire que, on sait que les patients discutent entre eux et les aidants aussi vont un peu parfois à la pêche aux informations et donc du coup, on peut, transmettre des noms et je pense que ça peut valoir le coup. Dès que vous avez un doute sur un soin qui vous est proposé, il faut surtout soit vous rapprocher d'un soin de support ou d'un hématologue pour un peu avoir la sécurité de tout ça. Si on essaie de faire un petit peu un résumé aujourd'hui de ce que sont les soins de support, il y a le patient qui a des besoins et ces besoins ne sont pas les mêmes. Il y a des besoins assez, classiques pour 99 des patients, mais après les patients vont avoir des besoins qui sont propres à leur maladie, à leur situation sociale, à leur situation, psychologique, à leur situation affective et ça, c'est au médecin de soins de support de faire un peu la synthèse, de tous ces besoins. Le médecin de soins de support, il va pouvoir régler avec ses compétences une partie des besoins, mais surtout, il va pouvoir orienter après aux spécialistes, compétents en fonction des besoins qui nécessitent une prise en charge un peu plus complexe. Donc ça va vraiment être, l'objectif du médecin de soins de support, c'est vraiment d'avoir un état des lieux entre guillemets, de ce qui ne va pas, de façon à pouvoir apporter très rapidement une prise en charge qui est ciblée et adaptée. Donc, je trouve, voilà, que ça résume un peu, bien justement, le rôle d'un médecin de soins de support. On va faire un petit mot sur les soins palliatifs, et notamment en hématologie parce que ça me paraît être un sujet qui est très, très important aujourd'hui. Donc on va le répartir, en 3 grandes parties, l'hématologie, les soins palliatifs à la maison, et la transfusion qui est donc, un sujet très important pour les patients. Quelle est la différence, quand est-ce qu'on va parler plus de soins palliatifs que de soins de support? Sachant que les médecins en général, sont aussi des médecins de soins de support et de soins palliatifs. On va parler peut-être un peu plus de soins palliatifs quand il y a un risque d'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire que l'hématologue, veut aussi se protéger de l'acharnement thérapeutique, se demande, si on ne va pas un petit peu trop loin et le but, c'est de rester dans ce qu'on appelle dans des soins qui sont raisonnables, adaptés aux patients et donc du coup, dès qu'il y a un risque, on essaie de faire appel plutôt aux médecins de soins palliatifs. Sur des maladies qui sont graves avec des pronostics malheureusement, des maladies dont on sait que les chimiothérapies ne marchent pas forcément très bien, on va essayer d'introduire le plus rapidement, un médecin de soins palliatifs parce qu'en général, maladie grave veut dire beaucoup de symptômes et beaucoup de symptômes veut dire prise en charge, plus complexe et donc du coup, besoin d'un médecin dédié à ça, en plus de l'équipe d'hématologie. Les chimiothérapies qui sont à risque, c'est-à-dire que, je parle le principal exemple, c'est surtout les personnes âgées. Aujourd'hui, on sait que l'âge ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir, 60 ans et être, extrêmement abîmé par la vie, avec beaucoup de problèmes de santé et être très, très fragile et parfois on peut avoir, 95 ans, 90 ans en tout cas et être en pleine forme, continuer à faire son footing, tous les matins et donc du coup, aujourd'hui, on ne peut pas dire, parce qu'il a, tel âge, on lui fera pas de traitement. On ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment, une prise en charge qui est, adaptée aux patients et donc du coup, quand on a peur, parce que forcément plus on est âgé ou plus on est fragile, on a un risque plus important de complications,
on peut justement déclencher une prise en charge qui est plus palliative que de support. Dans les situations complexes à domicile qui nécessitent beaucoup d'intervenants, c'est là où les soins de support vont être un peu limités, alors que les soins palliatifs vont avoir beaucoup plus de moyens pour intervenir à la maison. Et quelque chose qui est extrêmement important, on est français. Je le vois tous les jours, mais même si je pense qu'aujourd'hui les Français changent énormément, on résume aujourd'hui la médecine palliative à la fin de vie. Alors pas du tout, hein, je veux dire, les soins palliatifs ne se résument pas du tout à la fin de vie. Moi, j'ai des patients que je suis pendant plusieurs années en soins palliatifs. Tout simplement parce qu'on a décidé de débuter un traitement qui était à risque, parce que la personne était âgée, qu'on ne voulait pas tomber dans l'acharnement thérapeutique, que la maladie était grave et qu'on n'allait pas guérir. Bah, le fait est, c'est que la chimio a fonctionné, a été bien tolérée et donc du coup, on est toujours dans une démarche de soins palliatifs, mais avec un traitement qui fonctionne. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Hem, je vais essayer d'en profiter pour casser un peu des idées préconçues qu'on peut avoir. Quand on est en soins palliatifs, on ne fait pas de chimiothérapie. Bon, bah, j'espère, vous avoir démontré le contraire, absolument il y a aucun lien. Si les soins palliatifs fermaient des portes, ça n'aurait aucun sens. Donc aujourd'hui, les hématologues, comme les oncologues, font appel aux médecins de soins palliatifs quand on veut faire de la chimiothérapie, mais qu'on est quand même inquiet de la tolérance. On ne transfuse pas en soins palliatifs, absolument pas. Ça, il faut surtout, si vous entendez ça, il faut dire que c'est faux. Absolument, heureusement qu'on transfuse en soins palliatifs, sinon ça n'aurait aucun sens. Pas de réanimation en soins palliatifs. Alors, je ne vais pas vous dire que quand on met des soins palliatifs, tous les patients vont en réanimation, mais on peut, par exemple, j'essaie de vous donner des exemples assez cohérents, hein, parce que je pense que si on comprend, ça marche mieux. On pense on fait un diagnostic d'une maladie grave dont on sait qu'on ne pourra pas la guérir. On veut débuter la chimiothérapie, on a peur de tomber dans l'acharnement, l'exemple un peu que je répète un peu en continu. On décide de mettre en place des soins palliatifs. Si le patient fait une infection, par exemple du PICC-Line, et que c'est juste une infection alors que le traitement fonctionne, et qu'il a besoin d'aller en réanimation 24-48 heures parce que c'est malheureusement une très grosse infection, et que la réanimation peut aider, bien sûr qu'on va en réanimation, d'accord? On se pose, comme je vous l'ai dit, ça ne ferme pas de porte et c'est ça qui est très, très important. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on peut demander à nos collègues réanimateurs si on pense que ça peut être bénéfique justement de leur aide et ils disent oui tout le temps, tout le temps. Mais si c'est déraisonnable parce que c'est sur une progression de la maladie et qu'il faudrait, mettre des tuyaux pour dialyser, mettre des tuyaux pour respirer et qu'on a très peu d'espoir de le retirer, là, c'est là où on tombe dans l'acharnement et on se dit qu'il ne faut pas aller si loin dans les soins. Souvent aussi, les patients ont peur qu'il y ait plus de contact avec l'hématologue. Alors, c'est une équipe, hein, comme les soins de support, qui se rajoute à l'oncologue, mais en aucun cas vous perdez contact avec l'oncologue. L'oncologue est un médecin indispensable dans la prise en charge et on travaille ensemble, hein, c'est vraiment du renfort. Et on vit moins longtemps et moins bien, donc c'est faux. Et je vous montre donc, c'est le deuxième graphique, c'était le seul deuxième graphique. C'est une étude qui est sortie il y a vraiment pas très longtemps, donc c'est le même principe où les patients alors à qui on a diagnostiqué un syndrome myélodysplasique, ou une leucémie et qu'on ne pouvait pas guérir, mais à qui on pouvait faire de la chimiothérapie intensive, hein, donc notamment le Vidaza. On les a fait rencontrer une équipe de soins palliatifs dès le diagnostic. C'est-à-dire au diagnostic, les patients ont rencontré une équipe de soins palliatifs. Contre eux, d'habitude, on ce qu'on appelle usual care, c'est-à-dire bon, on fait une prise en charge qui est classique. Et on voit que l'équipe de soins palliatifs qui est en jaune, les patients qui ont rencontré une équipe de soins palliatifs ont moins, donc functional assessment sont les symptômes qui sont liés à la leucémie. Donc, ils ont moins de symptômes, il y a un meilleur contrôle des symptômes avec cette équipe. Ça, c'est l'anxiété. Donc, il y a beaucoup moins d'angoisse. C'est vraiment très important. Enfin, les résultats sont très significatifs sur la gestion de l'angoisse, sur la gestion de la dépression. Et sur donc le PTSD, la dernière, le petit D, c'est la gestion de la toxicité et de tous les symptômes qui peuvent être présents avec les traitements. Donc, on voit en plus que les équipes de soins palliatifs ont permis d'améliorer la tolérance de ces traitements-là. Donc, si on résume, il faudrait que les patients à qui on découvre une maladie comme les syndromes myélodysplasiques, que tous les patients rencontrent une équipe de soins palliatifs dès le diagnostic parce que on va beaucoup mieux avec. Bon, évidemment, c'est
c'est pas possible. Il y a pas assez de médecins de soins palliatifs et de médecins de soins de support pour ça. Tout ça pour vous dire, c'est que vous, en tant que patient, vous avez le droit de dire: «Là, je sens que j'ai besoin de plus d'aide et je veux rencontrer quelqu'un». Et que si on vous parle de médecine palliative, parfois dans certains hématologues vont penser aussi que c'est en gros c'est pour arrêter les traitements, pas du tout, hein. Mais le médecin de soins palliatifs et grâce avec cette étude le montre et elle a été publiée il y a à peine un an, hein, donc c'est très, très récent. Cette étude montre aujourd'hui que ça aide les patients, ça aide dans la gestion des symptômes et c'est ça qui est très, très important. Hem Le rôle du médecin de soins palliatifs en hématologie, bah, c'est globalement d'apporter tout ce dont on a, décrit dans les soins de support, hein. Comme je vous dis, on a la même casquette, mais on va apporter en plus, des réponses sur les directives anticipées. C'est pas encore un grand succès en France, c'est, les feuilles de directives anticipées sur ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, le jour où on n'est plus, capable de donner de décision. Donc c'est quelque chose qui peut être très important, qui tout le monde ne doit pas remplir cette directive anticipée, ça mais pour certains patients, c'est très important. On parle aussi un petit peu de limites. Souvent les patients me disent: «Mais jusqu'où on va aller?» On parle avec les familles, hein, on prend beaucoup de temps pour discuter, pour expliquer les choses. Et surtout, on rassure sur le fait que, c'est pas parce qu'on rencontre une équipe de soins palliatifs qu'on arrête les traitements, qui peuvent, être bénéfiques. À la maison, parce que c'est ça en général qui est aussi, le plus important, c'est que, on peut nous faire accès alors les HAD, donc ce qu'on appelle les hospitalisations à domicile, tout le monde peut avoir accès, mais c'est vrai qu'on a en plus, nous, des réseaux de soins palliatifs qui peuvent intervenir à la maison pour encadrer un peu plus le domicile. Le médecin généraliste parfois est un peu dépassé. L'hématologue souvent proposera l'hospitalisation et la plupart des cas, il faut être hospitalisé, mais c'est vrai que parfois avec un peu plus, de médicalisation à la maison, on peut être un peu plus à la maison avec des symptômes. Hem, Ça nous permet d'adapter aussi le domicile en termes de matériel. Alors, parfois, on ne sait pas, une barre de douche, ça peut être un rehausseur de siège parce qu'on a un petit peu plus de mal à se lever. Donc ces petits symptômes-là, les escaliers parfois sont une grande difficulté et on découvre parfois des patients qui dorment dans un canapé depuis 6 mois parce qu'ils n'ont pas osé demander de l'aide. Ce genre de symptômes-là, nous, enfin de problématiques, on y est très, très attentif. C'est systématique quand on rencontre un patient. Certaines HAD, alors la nôtre, c'est en train de se développer sur le territoire, vont transfuser à domicile. Donc c'est quand même un service, rendu aux patients pour moi qui est absolument, exceptionnel parce qu'on sait le temps que les patients passent à l'hôpital juste pour une transfusion et la transfusion, c'est un peu quand même le cœur de la prise en charge des syndromes myélodysplasiques et donc de plus en plus, on peut transfuser à domicile. Et ça, rien que ça, c'est exceptionnel, mais ça a été développé par des équipes de soins de support et de soins palliatifs en partenariat avec les HAD et du coup, maintenant, les hématologues se sont un peu, engouffrés là-dedans, mais il faut savoir ça. Et parfois, on met aussi ce qu'on appelle une petite trousse d'urgence, donc ce sont des médicaments qu'on peut faire si jamais, un symptôme apparaît, et donc du coup, ça permet de sécuriser le domicile. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas très compliqué, mais il faut justement savoir que ça existe, qu'on peut vraiment apporter des choses à la maison, et qui permettent vraiment de mettre de la sécurité et diminuer, on va dire, améliorer la gestion des symptômes qui peuvent survenir. Parce qu'on le sait tous, hein, les problèmes, c'est toujours la nuit et le week-end et donc du coup, on essaie de parer à ça. Mais parfois la maison, bah, ça suffit pas quand on est en soins palliatifs et j'aimerais aussi un peu casser des idées préconçues qu'on peut avoir sur les unités de soins palliatifs. Alors, moi, je parle surtout pour ma région, je sais que ça se fait un peu partout, pas à la même vitesse. Donc c'est vrai qu'en fonction de où vous êtes, peut-être qu'on vous dira: «Mais il est un peu foufou», mais je vous assure qu'on arrive à faire ça. Les unités de soins palliatifs et bien, parfois on les sollicite pour faire des répits. Encore dans les idées préconçues, une unité de soins palliatifs, on n'en sort pas. Bah, bien sûr que si, hein, il y a un tiers de patients qui rentrent à la maison. Mais parfois la maison, bah, ça devient trop fatigant et donc du coup, on est hospitalisé 2 ou 3 semaines. On fait le lien avec les équipes d'hémato. Nous, on est un peu l'interlocuteur entre les équipes des unités de soins palliatifs et les hématologues, de façon à pouvoir continuer les chimiothérapies.
continuer les antibiotiques, continuer les transfusions, continuer tous les soins qui sont en place, mais dans un cadre qui est un peu mieux que le service de greffe ou le service d'hématologie, où les visites, c'est quand même beaucoup plus compliqué, et où en plus, on a une équipe qui est vraiment dédiée au bien-être, à la prise en charge de la douleur, et où il y a des kinés, des psychomotriciennes, des psychologues, donc c'est quand même une prise en charge un peu plus complète. C'est totalement différent d'un SSR dans le sens où il y a beaucoup plus de moyens humains. Dans un SSR, ce qu'on appelle un service de soins de suite et de réadaptation, en général, les patients connaissent. Donc, l'objectif d'un soin de suite et de réadaptation, c'est de reprendre une autonomie. Donc, c'est très axé kiné, machine. Et il faut être quand même un minimum autonome parce que les patients sont, comment dire, les infirmières sont en général une pour 20 malades, ce qui est quand même ridicule. Dans une unité de soins palliatifs, on est plutôt une infirmière sur 5 malades, ce qui fait que quand on est fatigué ou vulnérable, eh bien, il y a du personnel qui est là pour prendre soin de nous, soin des patients, et ça favorise justement le retour à la maison dans de bonnes conditions. On arrive sur la fin, c'est le dernier topic, sur la transfusion en soins palliatifs. Déjà, la transfusion, c'est un traitement avec une prescription médicale. C'est un traitement qui améliore la qualité de vie. C'est un traitement qui réduit la fatigue et c'est un traitement qui a une symbolique très, très forte et qui est décrit par les patients quand on les interroge, de lien à la vie. Si on me transfuse, ça va, si on ne me transfuse pas, c'est que ça ne va pas du tout. Heu, mais est-ce qu'on peut vraiment arrêter de transfuser, après avoir, écrit tout ça? Oui, mais si elle est plus efficace. À aucun moment on arrêtera de transfuser un patient si la transfusion lui fait du bien et s'il en a un bénéfice. Ça n'a pas de sens, d'accord? La transfusion aujourd'hui, ils se décident de l'arrêter quand elle est plus efficace. C'est-à-dire que s'il faut transfuser tous les jours pour stabiliser un état qui est dit très précaire, hein, c'est qu'elle a plus de sens cette transfusion. C'est-à-dire que là, on est dans un acharnement thérapeutique, on est dans un maintien artificiel de la vie. C'est-à-dire que il faudrait un soutien transfusionnel énorme pour pouvoir maintenir la vie et ça, c'est l'obstination déraisonnable. On peut l'arrêter aussi quand le patient demande. Certains patients, n'ont plus la qualité de vie. On sait que malheureusement la maladie comment ça s'appelle? S'est échappée. Les traitements n'ont pas répondu de façon satisfaisante. Donc on est dans une situation palliative, et les patients disent: «Moi je veux pas, je veux plus, je veux qu'on arrête la transfusion» et ça c'est un souhait du patient qu'il faut entendre, hein. Mais ce qui est très important, quand on pense que la transfusion n'est plus raisonnable, on en discute ensemble, d'accord? Heu, c'est pas possible aujourd'hui, enfin, ce n'est pas possible aujourd'hui, en tout cas, c'est pas entendable qu'un médecin dise: «Je vous voilà, on arrête la transfusion, bonne journée». C'est non. On discute de l'objectif de la transfusion, du bénéfice de cette transfusion sur la qualité de vie et de ce qu'on attend et jusqu'où on va, où est-ce qu'on se poserait des limites. Et ça, c'est toujours aussi avec une équipe de soins palliatifs parce que si on arrête la transfusion, ce qu'on a peur, c'est de souffrir et aujourd'hui, on ne peut enfin, s'il y a une équipe de soins palliatifs qui est en place, on ne peut pas souffrir. On sait gérer aujourd'hui tous les symptômes, qui peuvent être présents. Pour terminer, c'est la dernière, mon expérience personnelle de tous les patients d'hémato que j'ai rencontrés, hem, je trouve que les hématologues ont beaucoup de mal à parler de l'échec, de dire: «Mon traitement n'a pas fonctionné, je suis inquiet» ou «Mon traitement est trop toxique, je ne sais pas si on va pouvoir le poursuivre». Alors que pourtant les patients souhaitent qu'on leur explique les choses, et ça c'est très important et surtout les patients souhaitent comprendre. Souvent, moi j'ai rencontré beaucoup de patients qui me disent: «Je sais pas ce qui est en train de se passer, je pense qu'on me cache des choses et pourtant moi je suis prêt à entendre, les choses, mais je veux qu'on comprenne» et ça je pense que c'est très important et souvent les patients, me disent après qu'on ait discuté: «Ah, je comprends mieux pourquoi l'hématologue m'a dit: "J'arrête la chimiothérapie"». Et les patients, j'ai oublié le petit S, ils ne souhaitent pas d'acharnement thérapeutique. Pour la plupart, hein, bien sûr, mais, de survivre, ou dans un lit sans pouvoir en profiter, personne ne veut ça, mais ça, c'est du bon sens, hein, c'est pas je pense que c'est vraiment, de la logique et les patients le disent vraiment, de façon vraiment très
vigoureuse, j'ai envie de dire. Je veux surtout pas qu'on s'acharne, mais j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Et donc du coup, les hématologues et les patientes souhaitent la même chose, c'est contrôler la maladie le mieux possible, donc à condition qu'il y ait une qualité de vie, et le plus longtemps possible. Mais c'est vrai qu'il faut d'abord, qu'il y ait cette qualité de vie et c'est vraiment essentiel et justement nous, c'est là où on intervient pour aider ça. Voilà, je vous remercie, de tout ça. J'espère que je suis dans les temps. Merci beaucoup, docteur Prou, pour cette présentation tellement complète. On a une première question. Pour nous, jeunes malades myélodysplasie de faible risque, sommes-nous légitimes pour les soins de support? Souvent, nous sommes justes, et le juste est entre guillemets, fatigués avec pas forcément d'autres symptômes. Ah, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, ah super. Merci beaucoup pour cette présentation. Elle est vraiment très complète. On vous a coupé le micro. Alors, il faut que je vois. Ah, je vais voir. Je vais voir si je peux vous le redonner. Ça, c'est bien dommage. Euh, Parce que Marie-Angela nous a quittés. Et je ne suis pas sûre qu'elle m'ait donné les accès. Alors peut-être pouvez-vous répondre par le chat à la première question qui est pour les patients atteints de myélodysplasie faible risque. Est-ce que nous sommes légitimes pour ce type de soins de support? Top, c'est bon, ça va. C'est pas Voilà. facile à écrire. C'est bon, vous m'entendez? Eh ben oui. Du coup, merci pour cette question. Et d'ailleurs, c'est une très très bonne question. J'avais essayé d'y répondre avec la définition, c'est-à-dire que syndrome myélodysplasique de faible risque, de risque intermédiaire, comment ça s'appelle, de karyotype complexe, quel que soit, en fait le syndrome myélodysplasique, les soins de support sont pour tout le monde. D'accord? C'est vraiment essentiel. C'est pas parce que parce que la maladie est de faible risque qu'il faut perdre son autonomie, qu'il faut pas avoir une activité physique, qu'il ne faut pas avoir des conseils diététiques, que vous ne pouvez pas avoir un impact psychologique, que vous ne pouvez pas avoir un retentissement sur l'image, sur votre activité sexuelle ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Justement, c'est une bonne question parce que ça peut, alors peut-être que c'est mon interprétation, mais les spécialistes que vous pouvez rencontrer d'hématologie peuvent vous dire, mais vous, ça va. Pourquoi vous voulez rencontrer un médecin de soins de support? Si vous en avez le besoin, il faut. D'accord? Ça sera une consultation qui sera peut-être plus rapide. Peut-être qu'il y a moins de besoins, mais si vous en avez le besoin, il faut. De toute façon, ça apportera toujours quelque chose. Alors, il y a une autre question. L'homéopathie peut-elle s'utiliser sans en référer à l'hématologue ou le médecin traitant? En fait, c'est plutôt Euh, l'opposé. alors, moi, je vous conseille de demander quand même l'avis à l'hématologue parce que ça dépend ça dépend surtout de la numération, c'est-à-dire que l'homéopathie. Ah oui, pardon, l'homéopathie, j'étais sur l'ostéopathie, excusez-moi, c'est moi qui ai mal lu. Oui, l'homéopathie, globalement, il y a très peu très peu de substances actives. Si vous avez un doute, de toute façon, vous pouvez le, en parler à votre hématologue, je pense, plus qu'au médecin généraliste. Alors maintenant, il faut faire attention dans l'homéopathie parce que je sais qu'il y a certaines formes d'homéopathie qui sont dites un peu plus invasives avec des injections. Et donc, soyez quand même prudente dans le sens où il vaut mieux en parler. Ça me paraît, il va vous rassurer très rapidement. Et l'utilisation aussi des plantes, où il peut y avoir des effets contraires avec hormonothérapie ou chimiothérapie. Il y a beaucoup C'est toujours d'interactions avec les préférable d'en plantes. parler. Donc ça, c'est vraiment indispensable, hein. Au contraire, nous, on a des tableaux avec les chimiothérapies, les plantes qui sont contre-indiquées, les plantes qui ont, en fait, elles vont interagir avec ce qu'on appelle le cytochrome. En général, on entend parler un petit peu de ça. Et donc, du coup, ça, on fait très, très attention parce qu'on peut avoir soit une inefficacité du traitement, ou soit au contraire une toxicité décuplée. Donc, ça, il faut. De toute façon, à partir du moment où vous prenez quelque chose, il faut savoir que les hôpitaux se sont adaptés
les pharmacies se sont adaptées et plutôt que de dire ne prenez rien et les patients vont le prendre dans le dos parce qu'ils ont besoin de ces thérapies en plus, et je pense qu'il faut l'entendre, et bien du coup, ils ont mis en place ces conciliations pour répondre à ces questions. Alors, moi, je vous remercie. J'aurais une question, c'est comment entrer en contact avec les services de soins de support? Parce qu'on est tellement habitué quand on va à l'hôpital, notre unique contact est le service d'hématologie. J'avoue que je ne saurais pas comment faire. Il faut demander à votre hématologue, je pense, hein. C'est Euh, l'hématologue qui va rediriger. Ouais, nous, on est 4 médecins dans le département. Donc, si par exemple un patient à Marseille va demander à rencontrer un médecin de soins de support, vu que moi je suis un peu plus formé à l'hématologie, ils vont l'orienter vers moi. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de parler, de commencer par l'hématologue. Le deuxième intérêt de vous dire ça aussi, c'est que si les patients demandent régulièrement à rencontrer, enfin, si beaucoup de patients demandent à rencontrer un médecin de soins de support, c'est aussi comme ça que ça va se développer parce que je, je suis passé un petit peu rapidement, mais euh, ça reste très peu développé aujourd'hui, les soins de support en hématologie. Et donc, du D'accord. coup, plus on va demander, plus les hématologues vont dire, OK, il y a un besoin. L'assistante sociale peut aider. Ouais, en général, les assistantes sociales sont très proches de ces équipes-là. Nous, on en a 2 qui travaillent que pour notre département. Donc, sur les 6, il y en a 2 qui sont pour nous, pour vous dire. Et donc, on les intègre beaucoup à l'équipe, on fait des staffs avec elles. Donc, c'est vrai qu'en général, l'assistante sociale, ouais, c'est une très bonne remarque. Là, vous prenez l'exemple de Marseille, qui est quand même une très grande ville. Oui. Il y a beaucoup de patients qui sont suivis dans des petits hôpitaux. Euh, Quel accès peuvent-ils avoir aux soins de support dans ces conditions? Bah, après, quand l'hématologue, en général, il est toujours attaché quand même à un service, enfin, à une ville un peu plus grosse. Donc, je pense je pense qu'il peut mettre en lien, enfin, ça sera déjà en tout cas un premier interlocuteur. Euh, Forcément, plus le territoire est isolé, moins il y aura comment ça s'appelle, une démarche de soins de support. Les infirmières libérales, par contre, peuvent être en contact. Moi, je pense souvent enfin, les infirmières libérales, on a parfois des équipes qui développent carrément. On en a une d'ailleurs à Marseille. Bon, vous allez me dire, c'est encore une grande ville, mais qui développe un cabinet qui développe une sorte de maison un peu de soins de support pour venir en aide aux patients et pour les mettre en contact avec justement des médecines un peu plus parallèles comme l'ARES, le shiatsu. Mhm. Donc, je Ouais, pense que l'infirmière libérale peut être un bon relais. ouais. Et je pense pas, elles peuvent avoir toute leur importance dans les déserts médicaux. J'en connais plusieurs dans le Jura et c'est vrai que ça peut être aussi une Mm, démarche intéressante. J'aurais pas forcément pensé à les solliciter mm. pour des soins de support. Concernant euh, voilà, on a un commentaire qui nous dit que l'assistante sociale peut aussi être une personne de relais et en effet. Concernant les transfusions à domicile, quelles seraient les contre-indications à mettre les transfusions, à faire des transfusions à la maison? Donc aujourd'hui, nous, on le fait. Les contre-indications qu'on pose, déjà pas les plaquettes, c'est malheureusement un produit qui a tendance à faire beaucoup d'allergies. Donc du coup, ces gestions, on ne les fait pas, c'est encore trop risqué de les faire à la maison. On n'a pas la même réactivité médicale. Donc on transfuse que des globules rouges, mais qui est quand même la principale demande aujourd'hui des patients. Les contre-indications sont les rails, vous savez, les recherches d'agglutinine, là, les anticorps qu'on recherche avant de faire la transfusion. Quand elles sont positives, malheureusement, on ne peut pas les faire à la maison, bien entendu. Si le patient a déjà fait une réaction à une transfusion, bon, évidemment, c'est aussi du bon sens. Et si le patient a un cœur qui est fragile, parce que vous savez que on fait les transfusions de façon très lente quand le cœur est fragile, de façon à ne pas entraîner de surcharge. Et donc ça aussi, c'est pas raisonnable de les faire à la maison. La dernière contrainte, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit présent. Si on est seul à la maison, on ne fait pas de transfusion parce qu'il faut quand même qu'il y ait une surveillance un peu dans les heures qui suivent après l'administration du traitement. Donc c'est en train de se développer, ça nécessite une grosse organisation auprès de nos HAD. Mais nous, on a déjà 2 HAD qui le font et c'est en train de se développer là dans le Var. Donc, bon, ça reste à la région hein, avec les partenaires, mais et dans le 04 aussi, c'est en train de se développer aussi. Donc, je pense que beaucoup de patients vont bientôt pouvoir avoir accès à ce traitement-là.
Ça veut dire que l'infirmière qui vient poser la poche, elle reste au chevet du patient pendant la durée entière de la transfusion. Et c'est une infirmière de l'hôpital ou de l'HAD, hein. D'accord. C'est pas une Donc, infirmière plusieurs libérale qui fait ce heures genre de. passées. D'accord. Très Alors, on bien. ne transfuse qu'une poche par une poche, hein. C'est-à-dire qu'en général, on voit que sur la prise de sang du lundi, il y a 7 grammes d'hémoglobine. Le mardi, on vient prélever les anticorps. Le mercredi, on vient avec une poche. Et le jeudi, on vient avec une poche. Donc, en termes de déploiement humain, c'est quand même assez impressionnant. Non, ouais. Donc, c'est pas pour tout le monde, D'accord. mais c'est vrai que ça rend quand même bien service. D'accord. Et la prise en charge financière des soins de support, c'est comme un soin. Ça se passe comment? Le, Les soins de support, justement, alors c'est pris dans les secteurs hospitaliers par la sécurité sociale, hein, c'est-à-dire que ce sont des Mhm. financements où pour tant de lits, on considère qu'il faut tant de soins de support, donc c'est tant de médecins, tant de psychologues, tant d'algo, tant de trucs, tant de ci, et ainsi de suite. Donc c'est pris en charge comme ça. Après, les prises en charge, on va dire en ville, bah, ça va dépendre un peu au bon vouloir de la sécurité sociale, parce qu'on voit que les psychologues ne sont pas encore pris en charge. L'ostéopathie, c'est encore un peu compliqué. Il y a certaines mutuelles qui vont les prendre en charge. Toutes les médecines parallèles ne sont pas prises en charge. Mais en revanche, l'activité physique adaptée, qui a vraiment montré, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vraiment important, comment ça s'appelle, certaines consultations de coach vont être prises en charge tellement justement on veut mobiliser les patients. Donc ça avance. Il faut montrer, Mhm. hein, c'est toujours la même chose, il faut montrer le bénéfice, il faut montrer que ça aide les patients et que ça diminue les réhospitalisations, donc que la sécurité sociale gagne de l'argent quelque part. Mais ça se développe de plus en plus. D'accord. J'ai été vraiment impressionnée par les données que vous avez montrées, le dernier slide avec les graphes, Ah, Vidasa, soins de support. C'est quand même assez impressionnant, hein. Et beaucoup de patients atteints de myélodysplasie, le Vidasa est quand même un traitement qui arrive, qui est fréquemment utilisé. Et c'est vraiment très très intéressant de voir que on peut en tout cas aider à passer cette semaine d'injection avec moins de douleur et moins d'effets secondaires. Je trouve une très bonne nouvelle, hein. alors, c'est pas une semaine, hein, c'est sur un suivi sur 2 ans, donc c'est ça qui est intéressant, hein. C'est-à-dire que c'est des patients qui ont Ouais. rencontré une équipe de soins palliatifs dès le diagnostic et pendant les 2 années qu'on suivi. Et donc, c'est vraiment sur le long terme, on voit que le vécu de cette maladie, qui est une maladie qui entraîne des symptômes, hein, qui ne faut surtout pas. C'est pas parce qu'on ne la voit pas ou qu'on n'a pas. Souvent, on nous rétorque ça. Bah, le cancer du poumon, il y a une masse, on la mesure, mais le syndrome myélodysplasique, on voit rien. Non, non, on sait que les patients ont des symptômes et on ne les néglige pas du tout. Et donc, du coup, d'avoir une équipe qui est dédiée au support, qui est dédiée à tous ces symptômes, ce qu'on appelle vraiment la prise en charge globale du patient, bah, permet d'aller mieux. Et c'est vrai que ces résultats, on s'en sert aujourd'hui en hématologie pour leur dire, voilà, vous ne gérez pas tout seul, vous avez besoin de nous. Mhm. Complètement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il est 18h13. Il semblerait que non. Docteur Proulx, je vous remercie vraiment beaucoup. C'était très intéressant. On a appris pas mal de choses. Et puis notre rôle va aussi être de diffuser cette information. On en parlait un petit peu avant que la réunion commence, mais c'est aussi de pouvoir passer l'information aux personnes qui ne peuvent pas se connecter et qui n'ont pas d'ordinateur, Hum. qui manient mal Zoom et qui préfèrent encore le papier ou l'échange téléphonique. Donc notre rôle va aussi être de pouvoir passer l'information. Merci beaucoup, merci à tous et puis je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir. Merci à vous, bonne soirée.